Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, je suis ravi car nous recevons une figure emblématique de notre écosystème, Flore Fauconnier, qui a rejoint à la rentrée The Trace, un cabinet de conseil en stratégie e-commerce et marketplace, et qui avant couvrait l'actu e-commerce et retail pour le JDN et LSA. Aujourd'hui, si Flore est invitée sur le podcast des Digital Doers, c'est pour faire un bilan de l'année 2019, une spéciale Noël, et pour qu'on puisse ensemble évoquer les faits marquants de l'année qui vient de s'écouler et des grandes tendances qu'on a pu observer. Donc bonjour Flore, bienvenue. Bonjour Cyril, merci beaucoup de m'avoir invité. Ah, c'est un plaisir. Pour cet échange que nous avons un peu préparé, et toi plus que moi, on a listé une petite dizaine de points qui semblent être des points marquants dans l'actualité qu'on a observé sur les 12 derniers mois. Le premier d'entre eux, alors il n'y a pas un ordre, comment dire, il n'y a pas de hiérarchie par rapport aux points, c'est un peu ceux qui sont venus comme ça. Absolument. On va parler de social shopping, et plus particulièrement de social shopping ou selling en Occident, versus ce qu'on peut observer en Asie et plus particulièrement en Chine, où un acteur très connu s'appelle WeChat. Qu'est-ce que toi tu as observé sur cette année par rapport à ce sujet? Il me semble que effectivement 2019 c'était un peu restera comme l'année qui a marqué le démarrage du commerce social en Occident. WeChat, ça fait des années maintenant qu'il y a énormément d'activités e-commerce dessus, et on se demandait quelle forme ça prendrait chez nous, ou quelle forme ça prendrait pas, ou si ça aura lieu ou pas. Et on a vu des initiatives de Pinterest qui permet d'acheter des produits dans l'app aux États-Unis depuis 2015, de Snapchat qui teste ça aussi depuis 1 an et demi. Mais là, en 2019, il y a une grosse accélération, et en particulier du côté d'Instagram. Ils proposaient déjà de pouvoir intégrer des fiches produits, donc proposées aux marques et aux marchands, mais maintenant ils proposent d'envoyer des flux de catalogue produits sur Facebook, et c'est synchronisé avec Instagram. Donc au lieu En de fait, c'est le juste... back-office de Facebook qui sert à alimenter en fait, le front qui est Instagram. Ouais, mais c'est pas la même chose que pousser des références sur un modèle d'affiliation. Là, tu peux vraiment envoyer la totalité de ton catalogue. Et puis les tags se remplissent automatiquement. Et là, depuis le mois de mars aux États-Unis, il y a du paiement in-app avec une vingtaine d'annonceurs, donc Adidas, Nike, Uniqlo, Là, Dior, etc. mais c'est un modèle d'achat ou c'est un modèle de commercial, Et de c'est pub? un modèle d'achat. Donc D'achat. en fait, donc quand tu cliques sur le tag, tu arrives sur une fiche produit, et alors qu'auparavant tu étais redirigé vers le site de la marque ou du marchand, maintenant tu réalises ton achat en restant dans l'environnement Instagram, donc tu conclus ta transaction auprès d'Instagram. L'avantage, c'est que le taux de transfo est bien meilleur, parce que du coup ça raccourcit le tunnel, tu perds pas des gens au moment où il faut sortir de l'app pour arriver sur un autre site. Donc ça, c'est ce que Instagram entre guillemets vend à ses partenaires marques. Par contre, les marques, elles perdent la phase de transaction et d'achat, puisque la transaction elle est réalisée auprès de Instagram, c'est-à-dire du groupe Facebook. Et c'est ça, en fait, il y a des passerelles qui se forment entre les différentes apps. On n'intègre pas, on peut pas, il n'y a pas des passerelles de vente entre En fait, Instagram et ailleurs. c'est un modèle de marketplace. Donc la marque devient un vendeur marketplace de Instagram. Donc après, Instagram garde une commission sur la vente. Ils ont même un service client qui permet de leur poser des questions après coup si besoin était. Donc c'est-à-dire que formellement, ça ressemble toujours à Instagram et pas à une marketplace à la Amazon. Mais en fait, le modèle n'est plus un modèle au CPC, c'est un modèle de commission avec des marques qui sont vendeurs marketplace. Et aux États-Unis, ça fonctionne très bien, puisque c'est le patron de Adidas qui disait, il faisait le bilan de son premier trimestre e-commerce. La croissance de l'e-commerce, qui est normalement de plus 24%, avait bondi à 40%, et il a dit que les deux principaux leviers de cette croissance étaient les lancements de produits et la fonctionnalité de checkout d'Instagram. Donc, a priori, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, en tout cas là-bas. Et voilà, du coup, le checkout est aussi en test ici. Et ça, c'est... voilà,
Alors, la dimension sociale, enfin social shopping, est peut-être moins évidente que pour WeChat, mais c'est quand même un acteur très amont qui est là pour plutôt de la découverte de produits, puisque c'est du partage Ouais, ouais, bien d'images, sûr, ouais. où les utilisateurs ont déjà un rapport très fort aux marques, ils suivent énormément Ah de ouais. marques, et là, ils peuvent passer sur la phase d'achat. Donc c'est un acteur de la découverte de produits qui progresse sur la chaîne de valeur et qui se positionne à cet endroit-là. Est-ce que tu trouves que finalement, il y a une pertinence plus forte pour Instagram de proposer une activité de marketplace plutôt que dans Facebook, parce qu'il y a bien Facebook Marketplace, où sur Facebook on suit ses amis, bon, un peu ses marques aussi, mais ses amis, ses connaissances, alors que sur Insta on est plus, oui on suit aussi les photos de ses amis, mais on suit beaucoup plus les marques et les tendances. Mais c'est vrai que Instagram, ça s'y prête vraiment très très bien. Après, Facebook aussi fait des tests. Alors, certes, il y a Facebook Marketplace qui commence à devenir B2C, y compris Mhm. en Europe. Là, Ouais, bien je sûr. pense qu'il y a des concessionnaires auto, donc voilà, ça prend aussi cette direction-là. Ce qui est, je trouve très intéressant, c'est que là, ce checkout d'Instagram, et ben en fait, Facebook est en train de se le réapproprier et il y a des tests depuis le mois de septembre que fait Facebook sur des formats d'annonces qui sont achetables. Donc de la même façon, tu vois une pub pour un produit qui te Mhm. plaît, tu n'es pas redirigé T'achètes vers le site du directement. marchand, tu achètes au sein de la pub, Mhm. qui n'est donc pas une pub, mais qui est en fait une offre produit. Et ça, moi, je trouve qu'on pourrait très bien imaginer l'étape suivante, qui est que ce format, bon, déjà, sorte de test, passe en bêta, puis soit déployé, et ensuite soit déployé à Audience Network. Et Audience Network, une fois que tu as ces pubs achetables qui sont diffusées partout Mhm. sur le web, là, on n'est même plus dans le social commerce, c'est un genre d'e-commerce complètement décentralisé. Mhm. Donc, pour répondre à ta question entre Instagram et Facebook, oui, je pense qu'en tant que destination, Instagram s'y prête mieux. Après, ils sont manifestement en train de tester des tas de choses et je pense que ça va donner lieu à surtout des tas de nouveaux canaux de distribution. Ouais. Il y a une vraie innovation qui se met en œuvre là-dessus. Et on en discutait avant l'enregistrement. Le social selling en Europe ou en Occident prendra probablement euh, des concepts qui ont été éprouvés en Chine avec WeChat, mais avec une singularité propre aux consommateurs européens qui est peut-être moins focus 100% de son temps sur son mobile, qui utilise encore des laptops. Voilà, il y a aussi cette singularité-là. On ne va pas voir arriver finalement un WeChat en Europe comme Oui, sous la même forme que ce qui existe en Chine. en fait, c'est vrai que ça fait des années qu'on se dit que ça va arriver, le social commerce, on ne sait pas très bien sous quelle forme. Autour de 2011, on imaginait qu'il y aurait des F-boutiques, je ne sais pas si tu te souviens, les Bien sûr. Facebook boutiques Ouais. absolument partout. Bon bah non. Euh, Puis on s'est dit, bon bah on va regarder comment ça se passe en Chine, on a imaginé qu'il y aurait des équivalents. Là en ce moment on parle beaucoup de super app, qui est le cas de WeChat, qui permet de faire des tas de choses. Et en Occident on voit des acteurs qui vont un peu dans cette direction. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait une app égale rendre un service. Et puis là, finalement, on est en train de rapatrier des tas de services sur une seule app. Alors, c'est le cas de Uber qui est en train de rapatrier des tas de choses enfin des tas de fonctionnalités sur une seule app. Peut-être que Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, qui donc appartiennent, les 4 plateformes appartiennent à Facebook, pourraient se rapprocher. Il y a de plus en plus de qui sont mises en place, alors pour l'instant plutôt d'un point de vue annonceur, donc back-office, mais ce qui pourrait avoir aussi du sens d'un point de vue utilisateur. D'ailleurs, entre parenthèses, WhatsApp aussi fait des tests en matière d'e-commerce, de paiement en Inde, de livraison de courses au Mexique. Donc les 4 plateformes de Facebook testent ce genre de modèle économique aussi. Donc voilà, après, ça prendra. Il n'y a pas de raison que ça prenne la même forme que WeChat. Je pense qu'on adoptera ce qui nous arrange. Mm. Même les QR codes où on se disait, bon, bah ça a fait Mm. flop, ça ne me surprendrait pas complètement qu'ils reviennent parce qu'ils peuvent avoir tout à fait leur utilité. Par contre, ils seront peut-être pas omniprésents comme en Chine. Mm. Donc on a un social shopping selling qui est en train d'émerger, qui est en train de s'adapter aussi aux attentes des consommateurs en Europe. Ça nous amène sur un second point qu'on a évoqué, qui est celui plus de Google Shopping.
Ouais, bah, c'est vrai Google que Shopping Actions. et de Actions, qui est c'est quand même dans les grosses plateformes mondiales, donc, enfin américaines, qui avancent vers l'e-commerce. Il y avait Instagram, mais il y a quand même aussi beaucoup Google, puisque là, en début d'année en France, donc en mars, puisqu'ils l'ont annoncé à e-commerce one-to-one, Mhm. sont apparues des annonces d'un nouveau format, puisqu'elles sont achetables. Donc Google a un peu présenté la chose en disant non mais c'est surtout pour le vocal commerce parce que ça permettra d'avoir une expérience plus fluide, etc. Mais en réalité, comme le voice shopping, c'est pas encore des ventes On va en parler monstrueuses, après. en tout cas en Europe. La réalité, c'est que c'est beaucoup pour le desktop et pour le mobile. La conséquence de ces annonces qui sont un peu de la même façon que Instagram, tu vois apparaître un petit tag, une petite étiquette où tu peux acheter directement sur Google. Donc c'est à Google que tu donnes ton numéro de carte bancaire, ton adresse de livraison, et Donc Google c'est un opérateur intrinsèquement. de marketplace Voilà. totalement, qui a mis en place un service client. Donc c'est à lui que tu t'adresses en cas de besoin. La conséquence, c'est que ça transforme Google Shopping en marketplace. Quand tu vas maintenant sur Google Shopping, voilà, il y a un panier, les annonces achetables, elles apparaissent au sommet. Et au départ, tu avais Boulanger, Fnac Darty, Carrefour et Auchan. Maintenant, tu as des tas de gens parce que Google, alors ça c'est vrai pour la plupart toutes ces plateformes d'ailleurs, je pense. Lui, son intérêt, c'est d'avoir un maximum de partenaires marchands. Donc il n'y a pas de logique d'exclusivité, etc. Et maintenant, il y en a beaucoup. Ils n'ont pas encore branché le food, ils n'ont pas encore broché le click and collect. Mais ça, c'est des étapes qui vont arriver. En l'occurrence, c'est plutôt des applis qui ont du retard, donc on peut imaginer que ça va arriver. Et j'ai quelqu'un dans l'e-commerce aux États-Unis qui me disait que Google Shopping, donc en version marketplace. Alors, aux États-Unis, Google avait déjà Google Express, qui était une sorte de marketplace, qui était au départ axé sur la livraison, qui est devenue une marketplace. Donc c'est vrai que ça avait déjà démarré en quelque sorte, tandis que chez nous, c'était uniquement un comparateur. Néanmoins, depuis le démarrage de ce programme Google Shopping Actions, et donc acheté avec Google, d'un point de vue consommateur, il me disait que pour certains marchands, c'était en quelques semaines devenu leur deuxième canal de vente online extérieure, après Amazon et devant eBay. Donc ça progresse. Donc ça veut dire ça a progressé qu'il très vite. y a quand même de l'attraction observée malgré la jeunesse de ce service. On peut s'attendre à voir arriver des tendances similaires en France. Est-ce que, quelque part, on est en mesure de se réjouir de voir un GAFA venir tailler des croupières à un autre GAFA qui est Amazon, de se dire, bon, ça va peut-être remettre un peu d'équilibre dans un écosystème qui est détenu en grande partie en termes de volume par Amazon. On sait qu'Amazon, c'est plus de 50% des achats aux États-Unis. Donc, quelque part, un autre grand qui arrive, est-ce qu'on a raison de s'en réjouir ou comment tu perçois la chose ? Avant de s'en réjouir, on a besoin de savoir, et moi j'en sais rien, on va pouvoir commencer à poser la question au marchand, si effectivement ça fait des ventes ou pas. Moi, c'est la condition. Ouais, ça me surprendrait pas complètement qu'on soit un chouïa plus réticent, que ça prenne un petit peu plus de temps avant qu'on achète auprès de Google, parce que c'est quand même pas exactement la même démarche. Et puis on lui donne déjà beaucoup de choses, beaucoup d'infos, etc. Après, on peut imaginer que ça prenne un peu plus de temps qu'aux US, mais que ça démarre quand même. Est-ce qu'il faut se réjouir d'avoir... Est-ce que dans la pub, on se réjouit d'avoir un duopole Google-Facebook plutôt qu'un monopole ? J'ai l'impression que les conséquences sur le milieu sont en fait à peu près les mêmes. Moi, j'aimerais pas être une adtech en ce moment. À moins que j'ai une super idée, une super techno et que je me fasse racheter par l'un des deux. On va en parler après, mais Amazon rentre aussi sur le sujet de la tech, tu vois. Non, mais du coup, sur la question de est-ce qu'il vaut mieux avoir Amazon seul en gros concurrent ou Amazon plus Google, t'as pas de certitude. On a tellement envie de répondre qu'on préférerait avoir surtout un acteur de poids européen. Et en France, on a quand même beaucoup d'acteurs qui, en tant que marketplace, ont des poids très significatifs. Et en France, Amazon est moins dominant que dans d'autres gros marchés européens. Je sais pas répondre à ta question. Toi, t'en penses quoi ?
J'ai envie de dire que, de façon générale, plus il y a de compétition, mieux c'est pour le consommateur. Et, quand on regarde aux États-Unis la position hégémonique d'Amazon, c'est-à-dire que, a priori, un consommateur américain, quand il a envie d'acheter quelque chose, il va sur Amazon. Quand il a besoin de chercher quelque chose, une information, il va sur Google. Le fait qu'il puisse avoir une alternative, je me dis, quelque part, c'est mieux pour le marché. Mais je n'ai pas une conviction forte. Après, tu faisais référence, quand on préparait cette interview, aux retailers, tout simplement. Parce que, encore une fois, c'est eux qui sont pris en tenaille par rapport à ce type d'acteurs. C'est-à-dire que il y a un truc bien, c'est que à minima, Google n'est pas concurrent direct. Donc ça, c'est... Enfin, voilà, si je suis un marchand, à minima, je me dis ça. Après, c'est un acteur de plus qui va me désintermédier. Donc, ça pose des tas de questions aussi de coûts d'acquisition. Sur Google, c'était trop élevé. Tout le monde s'est reporté sur les marketplaces. Sur les marketplaces, ça devient très compliqué de se faire une place. Google devient une marketplace. Hop, le vase est retransversé dans le vase, dans le vase précédent. Je pense qu'il faut apprendre à ajuster au mieux, avoir des bons outils d'attribution. Après, Google, Amazon, c'est un acteur de plus qui désintermédie. À chaque fois, il y a un acteur qui désintermédie. Il y a Facebook avec Instagram. À chaque fois, c'est un GAFA. Voilà, c'est plus sur la question de la désintermédiation elle-même et du coup là où les retailers, pour pas se faire piquer trop de valeur, où est-ce que eux ils prennent leur valeur et où est-ce que voilà leur raison d'être. C'est un sujet qu'on va aborder un peu plus tard, mais effectivement la proposition de valeur elle est au centre de toute cette réflexion là et comment elle est portée et vendue. On parle de Google, on va rester sur Google. Et on va passer sur le voice commerce. Pourquoi ? Parce que c'est un acteur parmi d'autres dans la voix, l'utilisation de la voix. Il y a Alexa. Tu étais propriétaire d'une enceinte Alexa qu'on a dû débrancher parce que sinon elle n'arrêtait pas de chercher des requêtes quand on entendait, elle entend son nom. Mais voilà, le sujet du voice commerce, il est évident qu'en 2019, il a vraiment éclos. On en entend parler beaucoup. Il y a plein de questions qui se posent sur le référencement par rapport au voice commerce. Tu me donnais un exemple tout à l'heure qui était assez intéressant. Oui, c'est-à-dire que même si on voit qu'aux États-Unis, ils vendent des cols, en France, ça arrivera quand ça arrivera. J'ai quand même l'impression qu'il y a une commodité hyper utile pour tout ce qui est réapprovisionnement, les achats du quotidien. Ou, franchement, moi, me connecter sur un site pour aller racheter du thé ou du sopalin, mais ça m'intéresse pas. Je préfère demander à un assistant vocal. Voilà, c'est réglé en une demi-phrase. Par contre, quand tu dis rachète-moi du café, tu dis rachète du café grand-mère. Dans ce cas-là, tout se passe bien, il rachète du café grand-mère. Tu dis rachète-moi du café, il va regarder si tu en as déjà acheté avant, et dans ce cas-là, il te propose le même. Voire il te commande le même et il est le lendemain sur ton palier. Donc comme ça, c'est en minimal, c'est du 0 clic, quoi. Soit t'en as pas acheté avant, et dans ce cas-là, par exemple, si c'est Alexa, il va te proposer le produit Amazon's Choice. Donc c'est un espèce de label qui est pas du tout une MDD d'Amazon, mais qui est un genre de mix entre c'est très apprécié par les buveurs de café de ton quartier, on l'a disponible en stock et on saura te le livrer demain matin. Voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu fais quand t'es un autre café Comment tu te positionnes ? Comment tu peux apparaître dans la liste de choix possibles ? Et même quand tu demandes à Alexa ou à Amazon Echo, je voudrais acheter du café, ils t'en proposent 3. Qu'est-ce que tu fais si t'es le 4e ? Donc en ligne, t'es le 4e, t'existes. Sur un ranking, t'existes. Sur Oura, sur qui tu veux. Sur Google, t'existes. En référencement vocal, on va pas se coltiner des pages et des pages. Donc on t'en propose 3. Qu'est-ce que tu fais quand t'es le 4e ? Voilà. Donc ça pose des tas de questions de référencement vocal. Des questions aussi d'identité vocale, parce que t'as des tas de retailers
de marques, dans certains cas, quand elles sont très puissantes, qui peuvent développer des applications vocales ou des skills dans le vocabulaire Alexa. Donc, ça fait quand même des décennies qu'on se pose des questions d'image de marque, et le plus souvent, c'est très visuel. Ouais. Alors, certes, la question se pose pour les pubs radio, mais enfin, c'est quand même très le logo, la charte, etc. C'est quoi une identité vocale? Donc, tout ce genre de questions vont devoir trouver une réponse assez rapide, et je pense qu'il y a des tas de retailers qui se mettent là-dessus, pas du tout pour faire des ventes, mais pour débuter leur courbe d'apprentissage, parce qu'il y a un jour où ça aura été utile de s'être Oui, parce que acculturé là-dessus. typiquement, les enjeux, tu prenais l'exemple du café, Alexa est connecté à Amazon, mais il y a d'autres vendeurs de café. En France, il y a un acteur qui est assez connu qui s'appelle Maxi Coffee qui vend du café. Et comment lui va pouvoir émerger par rapport à ce canal de vente, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais du moins ce donneur d'ordre dans les requêtes pour trouver quelque chose. Est-ce que c'est exclusivement sur Amazon ou est-ce qu'il faut le paramétrer pour qu'il aille voir ailleurs? Et auquel cas, est-ce que le site qui vend du café a une interface qui permet de recevoir les commandes vocales? C'est là qu'on voit que la désintermédiation est encore plus forte sur le commerce vocal. Quand tout à l'heure on évoquait Instagram et Google Shopping, en fait on parlait beaucoup desktop et mobile, mais là sur le commerce vocal, comme notre interlocuteur c'est Amazon ou Google, en fait ce qu'il y a derrière c'est plus notre problème. Donc le vendeur sur Google il peut encore exister, mais vaguement. On peut Maxi Coffee, Oui. ils peuvent développer une application vocale. Après, il faut que tu sois quand même sacrément fan de ce marchand-là pour aller dire à ton Google Assistant de downloader l'app, parce que c'est que auprès de lui que tu vas acheter ton café. Donc ça, c'est Donc quand même mal engagé pour eux, quoi. Ouais, l'intermédiation, en fait, par rapport au commerce vocal, c'est quasiment un passage obligatoire. Du moins dans un premier temps. Sauf quand tu es en très très gros, et que dans ce cas-là, peut-être que c'est quand même ton intérêt, parce que tu fais tes courses de toute manière chez Carrefour, tu as ta carte de feed, et que tu as beau passer par ton Google Assistant, ben en fait tu lis tes deux comptes parce que tu veux engranger des points Carrefour, utiliser tes vouchers, etc. Mais quand tu es un petit vendeur, c'est plus compliqué. Ouais, et quand tu es un retailer et quand tu es une marque, c'est encore autre chose. C'est encore un autre problème. Maintenant, moi, j'aime pas les sodas, mais j'ai cru comprendre que quand t'aimais le Coca, t'aimais pas le Pepsi. Alors, on va savoir pourquoi. Après, c'est effectivement la force de la marque. Donc ça, c'était le point sur le voice commerce. Et on a commencé à l'aborder en filigrane de nos premiers échanges. Le retail tech. Alors, quand tu as préparé ça, tu as dit des choses assez drôles. Entrer dans l'acte 3 des partenariats retail et tech. Acte 1, jamais de la vie. Acte 2, moi le premier. Bon, là, on a parlé de l'intermédiation. Et là, on va se concentrer sur un sujet qui est plus précis, qui est les partenariats entre les retailers et les grands acteurs tech. Les grands acteurs tech. C'est vrai que il y avait une phase où tout le monde se demandait qui concrètement allait dealer avec Amazon sur le food. Puis c'était en faire entrer le loup dans la bergerie. Enfin, là, tu parles de l'histoire avec Monoprix. Voilà. Et puis, acte 2, il y a Monoprix qui signe. C'était le début de l'ère des partenariats retail et tech. Auchan avec Alibaba, Carrefour avec Tencent. D'ailleurs, je ne sais pas de ce qui est devenu ce partenariat, mais voilà. Donc, il y a eu pas mal de partenariats. Et en particulier, quand c'est Amazon, on regarde toujours ça de façon compliquée, parce que à la fois, on se dit... c'est faire entrer le loup dans la bergerie, et puis juste après Monoprix, finalement il y en a pas mal qui se disaient ouais, mais en fait quitte à ce qu'il y en ait un, autant que ce soit moi. Enfin, ça c'était l'argument de Régis Schultz quand il a signé. Et du coup là on est quand même je pense qu'on commence à avoir suffisamment de recul sur ces partenariats pour juste regarder concrètement ça leur a apporté quoi, ou retiré quoi, ou coûté quoi, et finalement toutes ces enseignes qui ont signé avec Amazon, parce que si ça marche avec lui, ça marchera avec les autres. Enfin, il peut y avoir des... voilà, c'est quand même avec Amazon en tant que concurrent que ça pourrait être le plus problématique.
Et quand on regarde les partenariats d'Amazon avec les enseignes, il y a des partenariats de nature très diverses. Vous pouvez avoir des consignes automatiques dans vos magasins. Bon, cas typique, hein, ça, il y en a plein en Amazon France. Lockers. Voilà, les Amazon Lockers, donc il y en a chez Leclerc, donc voilà, il y en a dans quand même pas mal d'enseignes. Juste pour repositionner ce que c'est que les Amazon Lockers, c'est la possibilité de faire livrer ta commande. Ta commande Amazon. Ta commande Amazon directement dans une consigne que tu vas aller. Avec un code, voilà. Et les consignes, on les met de préférence dans des lieux de passage. Et du coup, quand Leclerc héberge comme ça des lockers, ils se disent que les gens qui viennent récupérer leur colis vont en profiter pour venir faire des courses. C'est ça un peu le deal. Alors après, il y a un loyer, etc. Mais c'est ça l'intérêt qu'on imagine. Et aux États-Unis, il y a l'enseigne de grands magasin Kohl's, qui a été parmi les premiers à avoir comme ça des lockers Amazon et qui a mesuré premièrement l'incrément de trafic en magasin. En fait, ils ont mis ces lockers à Los Angeles et à Chicago. Par contre, il n'y en avait pas dans les autres villes où ils avaient des grands magasins. Donc, ils voyaient que les courbes étaient les mêmes sur ces deux villes et ailleurs. Donc, voilà, ils avaient étalonné le système, disons. À partir du moment où ils ont mis les lockers, ils ont vu qu'il y avait plus de gens qui venaient... tu me disais 9%, c'est ça ? Ouais, dans leur... Alors, il y a deux choses. Il y a le trafic et il y a ensuite transformer ce trafic. Donc, le trafic, c'était quelque chose comme... c'était dans ces eaux-là. Et ensuite... ils ont pu mesurer que ce trafic, ils arrivaient à le transformer et ils ont enregistré 9% de nouveaux clients supplémentaires au lieu de 1% en dehors de Chicago et Los Angeles. Ça, c'était le benchmark. Enfin, voilà. Donc, plus 1%, c'est bien, mais plus 9%, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, et donc, voilà, pour démontrer que il y avait effectivement du trafic apporté par les lockers Amazon et qu'ils arrivaient à transformer ce trafic en nouveaux clients. Donc, bref, tout le monde n'y arrive pas forcément, mais c'est toujours bien d'avoir une enseigne qui, des chiffres, et une enseigne qui dit non, mais en fait, ça peut fonctionner. Donc, déjà, c'est une première chose. Après, il y a des partenariats d'autres natures. Par exemple, en France, on pense à Prime Now, au fait que Monoprix vend sur Prime Now, Lavinia vend sur Prime Now. Dieu, donc ça, c'est bon, donc c'est de la livraison sous 2 heures ou sous 1 heure, donc c'est du ship from store. Moi, de ce que je comprends en termes de vente apportée aux partenaires, c'est pas exactement éblouissant. Après, j'ai pas l'impression que les enseignes aient de regrets non plus. Par exemple, chez Lavinia, Édouard Marguin, il explique très volontiers combien ça a aidé l'organisation à se transformer et à se digitaliser et à revoir tous les process internes pour pouvoir faire du picking et mettre les bouteilles dans le bon casier extrêmement rapidement. Donc ça a une valeur énorme. Ça a une valeur énorme que je vous invite à découvrir en écoutant le premier épisode des Digital Doers, qui est l'interview numéro 1 d'Édouard Marguin de Lavinia, qui explique exactement en détail ce que Flore vient de nous dire concernant la contribution de Prime Now à la digitalisation des process chez Lavinia. Puis c'est une super interview. C'est une super interview avec un Et super puis il y invité. a d'autres collaborations. Aux États-Unis, elles sont... on a beaucoup parlé de Best Buy. Oui, non, parce que l'origine de ce questionnement, c'est Toys R Us. Toys R Us qui avait totalement délégué son e-commerce à Amazon. Donc il n'y avait plus de site. Voilà. Donc forcément, on ne parle pas de la même chose que des partenariats, ce qui se passe dans les partenariats aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut quand même regarder précisément. C'était parfaitement déséquilibré. Et typiquement Best Buy, qui n'allait pas bien et qui maintenant va super bien, a mis en place des tas de leviers pour ça, pas uniquement digitaux. Pour ce qui concerne le digital, pas uniquement avec Amazon, mais le partenariat avec Amazon était très intéressant puisque Best Buy était en train de subir de plein fouet le showrooming de toutes ces enseignes un peu high-tech, électroménager, etc. Best Buy, c'est un peu, on va dire, le Darty américain. Voilà. Et donc, au lieu de subir le showrooming, il a fait l'inverse. Donc, il a dit à Amazon et à d'autres marques, moi, je vais vous faire des corners pour présenter vos produits chez moi. Tout d'un coup, il y avait un lieu pour voir les devices hardware d'Amazon.
Donc il est devenu, alors certes le showroom d'Amazon, mais en fait ça lui a plutôt réussi. Et ces corners de marque, avec en plus des escouades de conseillers qui pouvaient venir chez vous, regarder, étant donné votre installation, on vous conseille de mettre plutôt tel device, plutôt tel autre, ah ben on vous le raccorde, toute votre domotique, votre IoT, etc. Et donc tous ces services en plus, et notamment les partenariats marques, et en particulier celui avec Amazon, parce que les devices Amazon, encore une fois, on les voyait à peu près nulle part, ça lui a beaucoup réussi. Donc voilà, encore un cas de partenariat avec Amazon qui a bénéficié à l'enseigne. Et qui est intéressant parce que ça va dans le sens d'un rapprochement du monde digital et du monde physique. Hein. Ça, on a pu, enfin, c'est pas nouveau, hein, mais on l'observe de plus en plus aujourd'hui. Puis on en reparlera un peu après. Alors, il y a quand même une chose, c'est que on regarde à l'instant T et on dit les partenariats, quand ils peuvent être faits intelligemment, et dans ce cas-là, profiter à tout le monde, donc en particulier aux retailers. Après, on regarde à l'instant T, et la réponse sera pas forcément la même dans 2 ans. Et je dis ça parce que on parlait juste avant du voice commerce, et on n'a pas encore évoqué le mot data, mais c'est quand même super important dans toute la question de la désintermédiation. Bien sûr. Et qui plus est, avec la montée en puissance des outils d'intelligence artificielle, si jamais à la fin du partenariat on se dit c'était cool, mais là on n'a plus besoin l'un de l'autre, donc chacun repart de son côté, on peut séparer les datas comme les petites cuillères, mais sauf qu'on a aussi, donc je me mets du point de vue du retailer, appris aux algorithmes de machine learning de Amazon, Google, qui vous voulez en face. On leur a appris le secteur, on leur a appris à faire un assortiment, on leur a appris comment consommer les consommateurs, on leur a appris qu'avec les biscottes, on mangeait plus de la confiture que du Nutella. Donc ça, on repart pas avec. Parce que les algorithmes, pour le coup, ils sont chez le quand on parle de plateforme, et c'est pas une question de GAFA, d'américain ou peu importe, on peut avoir ses propres algorithmes, on peut avoir des partenaires qui sont pas concurrents ou qui essayent pas de nous intermédier, mais en tout cas, au moment où on se quitte, on ne sépare pas on sépare pas la data de toute manière, mais on ne peut pas reprendre l'apprentissage. Savoir, ouais. Et le plus souvent, on l'avait pas fait nous-mêmes. Il est resté chez le propriétaire de l'algorithme. Donc ça fera envisager très différemment les partenariats retail et tech à partir de maintenant. Ouais, c'est un point très intéressant que tu soulèves, effectivement. Justement, restons sur les places de marché. On a identifié qu'il y avait vraiment beaucoup de sujets sur les marketplaces. Ouais, c'est vrai qu'on le voit depuis le début. Elles sont quand même omniprésentes dans notre discussion. Ça revient régulièrement. Ça s'explique par beaucoup de choses. Mais là, tu me disais finalement, en fait, les marketplaces, elles deviennent de plus en plus incontournables. Il y a des vrais enjeux, hein, on va en parler, mais c'est vrai que il y a une prédominance qu'on peut observer des marketplaces dans le marché. Oui, alors à la fois, ça fait un moment qu'on entend parler de marketplaces, qu'on les voit progresser en audience dans les classements Médiamétrie Fevad, qu'on voit des nouvelles marketplaces, et on voit Mano Mano par exemple, qui a une trajectoire magnifique. On voit des tas de retailers, même ceux qui avaient attendu un peu longtemps, ça y est, ils y vont. Même les petits, par exemple, Alltrix, donc un petit site marchand autour de l'univers du vélo et du running, qui a lancé sa marketplace et qui a lancé le fulfillment en même temps, c'est-à-dire de services de stockage et d'expédition pour ces vendeurs marketplace. Donc les marketplaces sont en train de se développer chez des tas de catégories d'acteurs, et donc y compris des plateformes type Google et Instagram qui prennent cette forme pour exister en e-commerce. Donc ça, d'un point de vue, c'est pas nouveau, mais le fait que la croissance de l'e-commerce passe maintenant beaucoup par là, et qu'il n'y ait plus d'acteurs, plus de gros acteurs sans marketplace, change pas mal de choses. Alors, d'abord, je pense que sur la courbe d'expérience des marketplaces et aussi des consommateurs, il y a tout bêtement des enjeux de... nous, chez The Trace, on accompagne quand même beaucoup d'acteurs qui lancent ou qui améliorent la performance de leur marketplace. Les enjeux de service client
et en particulier de livraison et de retour, sont hyper centraux. Donc quand vous êtes un retailer qui est un peu attentif depuis toujours à la qualité de son service client, qui essaye de faire les choses bien, et vous n'avez plus le choix, vous faites une marketplace, et puis, c'est pas vous n'avez plus le choix, c'est pas forcément défensif, hein, vous y voyez votre intérêt. Comment est-ce qu'on gère la livraison, les retours? Est-ce qu'on fait une articulation avec les magasins? Et ça, c'est d'un point de vue métier et business, donc pas du tout technique, c'est quand même une question hyper qui est centrale. problématique et pour laquelle il n'y a pas encore de réponse super simple. Alors, il y a des acteurs, des startups, je pense à Reverse.io qui peut aider, mais les modèles sont quand même en train toujours de se mettre en place. Il y a toujours un moment qui paye quoi. Donc voilà. Et côté vendeur, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais les coûts d'acquisition sur Google sont devenus tels que c'était peut-être plus intéressant aussi de développer les marketplaces. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour surnager dans l'offre des marketplaces? Parce que c'est quand même une bataille de tous les instants pour récupérer la buy box, c'est-à-dire donc la buy box, c'est sur Amazon, mais en fait maintenant toutes les marketplaces ont ça pour un produit. La marketplace met en avant un vendeur. Il n'y a pas toute une liste de vendeurs. Après, vous avez accès aux autres, mais il y en a quand même un qui est préconisé par défaut. Ouais, bien sûr. Donc tout le monde ne peut pas obtenir la buy box. Qu'est-ce qu'on fait pour surnager dans des offres de millions de références? Eh ben, on achète de la visibilité. Et ça, c'est encore des postes de coût pour les vendeurs marketplace ou les marques, les marchands, etc. C'est une ligne de revenus supplémentaire pour les marketplaces. Mais du point de vue coût d'acquisition, c'est les nouveaux AdWords. Oui, parce qu'en fait, c'est intéressant ce que tu dis. Et on avait commencé à en parler un peu plus tôt dans l'interview. Mais jusqu'à présent, il y avait un moyen pour les vendeurs, en allant sur les marketplaces, c'était de lâcher entre 15 et 20% de marge à la marketplace, et puis être un carrefour d'audience qui permettait d'écouler des volumes. Donc finalement, il y avait un calcul qui était fait, et ils disaient c'est 15 à 20% sont justifiés, il y a un plan, il y a un business, et puis je m'en sors dans une certaine réalité économique. À partir du moment où sur ces 15 ou 20% qui sont lâchés de marge, il faut rajouter, je ne sais pas combien, 5, 10, 15, 20% d'acquisition au sein de la marketplace, parce que finalement, on n'est plus à un carrefour d'audience, parce qu'on est tellement nombreux que le consommateur, il voit plein de vendeurs et il faut dire « coucou, je suis là ». Ça repose l'équation économique pour les vendeurs, non? Ouais. Et du coup, tant mieux aussi s'il y a pas mal de marketplaces, parce que c'est toujours une question d'optimisation, à quelle hauteur est la commission. La marketplace elle-même, c'est quand même mieux quand elle est bien référencée sur Google, ça va dépendre des univers produits. Donc voilà, c'est... il y a sans arrêt des nouveaux business models, des nouveaux canaux qui arrivent, on s'engouffre dedans, et puis ils deviennent matures, et puis on réajuste, et puis il y a un nouveau modèle qui arrive, voilà. La force de l'AdWords, je mets des guillemets avec mes doigts sur Amazon, c'est qu'a priori, l'audience qui voit ta pub, elle est inscrite dans un processus d'achat. C'est-à-dire qu'elle est a priori vachement plus près du checkout que quand elle voit une pub ailleurs sur Google, quand elle fait une recherche. Ah oui, absolument. Donc le taux de transfo, il est probablement supérieur. Enfin, oui. C'est ce qu'on peut espérer. Oui. Après, moi, je ne sais pas évaluer la concurrence entre deux vendeurs sur une référence pour arriver en tête de ranking. Ouais, ça, c'est... Voilà, reste à voir combien ça coûte. Mais c'est... voilà, en tout cas, c'est un nouvel enjeu des marketplaces. Et les marketplaces, donc on le voit, en fait, deviennent un écosystème à elles-mêmes. En tant que tel, et qui dit écosystème sous-entend assez rapidement régulation. Ouais, et là c'est vrai que ça a été un peu leur fête ces derniers temps, en particulier au niveau européen, puisqu'il y a le règlement européen Platform to Business qui a été adopté en juin. Donc les règlements, il n'y a pas de transposition en droit national, voilà, ça s'applique.
je crois 1 an après l'adoption, et qui régule le rapport de force en fait entre l'opérateur de marketplace et les vendeurs. Donc sur différents items, sur l'information qui est donnée aux vendeurs, en particulier sur les critères qui sont pris en compte dans les rankings, dans les Margrethe Vestager qui est la commissaire européenne à la concurrence, qui est à l'origine de toutes ces questionnements et régulations en Europe, s'intéresse aussi aux plateformes qui prennent des informations des vendeurs pour ensuite améliorer leur propre business et éventuellement lancer leurs propres produits. Donc ouais, il y a beaucoup de questions là-dessus. Et puis il y a celle de la fraude à la TVA qui a réémergé dans la presse là il y a quelques jours, qui est assez la fois marrante parce que on la découvre pas complètement dans le secteur. L'info est connue de tout le monde depuis longtemps. Voilà, on sait aussi que les colis typiquement qui pourraient arriver de Chine, ils arrivent un par un, donc c'est pas une histoire du douanier qui a pas ouvert le container, c'est quand même plus compliqué que ça. Après, les chiffres dans cet article étaient assez étonnant. 98% des vendeurs marketplace qui déclareraient pas la TVA, ça me paraît un petit peu fou parce que il n'y a pas tant que ça de vendeurs hors UE. Et puis, certes, il y a des histoires de seuil, mais enfin, il y a aussi beaucoup de gros vendeurs. Voilà. Effectivement, il y a des seuils en dessous desquels on n'est pas obligé de déclarer la TVA. Et puis, une fois qu'ils sont franchis, on est obligé. Est-ce que c'est un élément de réponse ? Bon, c'est vrai que c'est surprenant, ces chiffres de 98. Amazon. Ouais. Bon. Si on fait un bilan 2019, c'est toujours intéressant de regarder ce qu'il fait, quoi. Ouais. Et tu me disais, en fait, en préparant cette question, finalement, Amazon, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est un modèle digital qui reprend quelque chose qui existe depuis très longtemps dans la grande distrib. Oui, c'est... On est toujours très attentif, on l'attend beaucoup au tournant, parfois à juste titre, et puis là, par exemple, tous ces derniers mois, depuis 1 an, j'ai noté pas mal d'initiatives qui montrent que Amazon essaye de déporter ses coûts auprès de ses partenaires vendeurs et fournisseurs, voire de capter leur valeur. Bon, quelques exemples rapidement. Cet été, il a lancé Sold by Amazon, qui est un programme réservé aux vendeurs FBA, donc qui ont leur stock déporté chez lui, où en fait, ces vendeurs... c'est pour les marques qui sont en FBA. Et ces marques lui délèguent la fixation de leur prix, ce qui leur permet de s'assurer... elles n'ont pas à checker 10 fois par minute qu'il n'y a pas un revendeur qui leur a piqué la buy box, donc ça leur permet de garantir que elles, qui sont à l'origine du produit, elles ont une forme de sérénité quant à ce canal de vente. Donc ça, c'est vachement bien. Après, je ne doute pas que Amazon s'y retrouve. Autre chose sur le Prime Day qui était super intéressant, donc la journée de promo qui est mi-juillet aux États-Unis, sur les références alimentaires, Amazon a demandé aux fournisseurs de financer en fait les pertes générées par... Alors, les promotions, par exemple, imaginons un vendeur de café, puisqu'on est dans le café, il fait moins 30%, donc c'est pour lui, c'est lui qui décide de faire moins 30%. Par contre... ça coûte cher à expédier, étant donné que le café en question, il coûte 2,50 $. Et ce coût-là, de stockage, d'expédition, etc., auparavant, c'était Amazon qui l'assumait, et maintenant, il demande aux marques qui sont fournisseurs alimentaires de assumer cette perte qui pourrait intervenir au moment du Prime Day. Ouais, c'est-à-dire qu'ils se couvrent, ils veulent pas être en déficit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils ont en revanche supprimé les frais de, je sais pas comment ça s'appelle, des genres de frais de placement pour avoir le droit de participer au Prime Day, mais qui était un coût fixe, donc en fait, qui était du revenu pour Amazon. Donc ils préfèrent avoir un petit peu moins de revenus, mais être sûr de ne pas faire trop de pertes. Donc, ça aussi, ça en dit sûrement long sur la stratégie d'Amazon aujourd'hui, alors qui n'est pas sur la rentable, mais qui est en tout cas maintenant plus sur la croissance rentable qu'auparavant sur la croissance. Et puis, il y a toutes les histoires de produits, typiquement, ce sont les packs d'eau qui sont très lourds, qui ne coûtent pas grand-chose, donc tous les produits que Amazon appelle crap, qui veut dire, c'est de la daube, qui signifie... Ils veulent plus livrer. Can't realize a profit, et ça... Amazon demande aux fournisseurs de les livrer directement. Donc voilà,
Une chose intéressante aussi sur les marques propres. Amazon a créé beaucoup de marques propres. D'ailleurs, on l'attend beaucoup au tournant là-dessus en disant il va choper des infos à droite et à gauche de sa marketplace pour faire des produits eux-mêmes. Entre parenthèses, exactement comme font les distributeurs avec les Mais c'est là où tu fais le rapport entre les deux. Mais du coup, sur les marques propres, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas grand-chose à l'échelle du volume d'affaires mondial d'Amazon. Enfin, c'est quelques milliards comparé à plus de 100. Donc, Amazon, en début d'année, a commencé à dire aux fabricants et aux marques partenaires qu'ils préféraient que ce soit la marque qui fabrique une marque exclusive pour Amazon. Et Amazon va arrêter de lancer de nouvelles marques propres. Il continue de développer les siennes, donc il préfère reporter sur son partenaire, donc là la marque, le coût de développement du produit, de la gamme, etc. Donc, et tous ces reports de coûts, on peut dire ça s'empile, ça fait beaucoup, Amazon le gros méchant, mais en fait, quand on regarde les distributeurs, je sais pas, les Intermarché, Leclerc, Carrefour, qui vous voulez, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à refacturer des frais de placement, à déréférencer les petits fournisseurs de certains étals, à faire appel à la logistique des autres. Donc, je pense pas qu'il faille se dire oh là là, les gros méchants. Simplement, c'est intéressant de voir comment ça se met en place online, parce que évidemment c'est le premier à faire ça aussi du fait de sa domination, de son rapport de force vis-à-vis de ses partenaires. Et puis ça va être intéressant aussi de voir ce que font les autres marketplaces. Est-ce qu'elles s'en inspirent? Est-ce qu'elles se différencient en essayant de se positionner davantage sur l'empowerment des vendeurs? Quel type de service elles développent? Où est-ce qu'elles mettent le curseur des coûts, de la valeur? Donc voilà, même si c'est toujours la même chose, c'est quand même très différent, et on va voir comment se positionnent les acteurs. Effectivement, il y a un bon nombre de questions encore à se poser. D'ailleurs, ça nous fait passer sur autre chose que les marketplaces, parce que l'année 2019, on le voit, les marketplaces, le sujet marketplace est presque redondant. On en parle beaucoup, mais concentrons-nous sur peut-être une alternative au marketplace que représentent les DNVB, donc DNVB pour Digital Native Vertical Brand, qui sont illustrés en France par des marques très connues comme par exemple le slip français, Teddy Bear, Made.com, enfin voilà, pour en citer juste quelques-uns. Est-ce que c'est la solution? Ça dépend pour quel type d'acteur, évidemment. Après, c'est un peu le diagramme de Porter qui doit avoir 20-30 ans, j'en sais rien, où tu peux te positionner sur le prix, sur la qualité ou sur le service. Tu peux difficilement être bon sur les trois. Donc en fait, t'en choisis un, et ça te fait ta stratégie. Donc on voit typiquement que Amazon de plus en plus se positionne sur le service. Les DNVB, elles seraient plutôt du côté de la qualité. Et en fait, avec des tas de lignes qui bougent en ce moment, je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit se renforcer des types d'acteurs davantage qu'avant. Avant, c'était peut-être les retailers qui maintenant sont attaqués de toutes parts, par Amazon qui est très fort sur le service, ou par des DNVB. Enfin, les retailers ne sont pas attaqués par les DNVB, mais voilà, ça peut être les industriels plus classiques qui se font prendre des points de croissance, en tout cas, ou voire de parts de marché, par les DNVB. Donc, il y a eu beaucoup de digital native vertical brand depuis Casper, Bonobos, etc. Là, on est, je pense, en train d'arriver dans une espèce de deuxième phase d'existence. Les Américains, on a vu, ont ouvert beaucoup de boutiques physiques. Donc... on observe la même chose. Cézanne ouvre des boutiques, le slip français ouvre des boutiques. Absolument. Alors, tout bêtement, on parlait des coûts d'acquisition. Ça devient tellement compliqué d'exister online que le coût d'avoir un magasin devient très intéressant. Donc, en termes de coût d'acquisition, ça a complètement du sens d'avoir... c'est des showrooms plus pour Cézanne, qui en a quand même pas tripette ni en France ni sur Terre. Mais bon, il parle mais effectivement, y a des DNVB qui ouvrent des dizaines de magasins. Warby Parker sur les lunettes aux États-Unis, il y en a énormément. Donc voilà, puis on voit, je sais pas, les matelas Casper chez Target, Teddy Bear doit avoir un deal avec un retailer français. Donc on les voit de plus en plus ouvrir leurs propres magasins. Alors,
ça veut pas dire que finalement, certes, le magasin n'est pas mort, mais il y a quand même une chose, c'est que quand la DNVB possède et opère ses propres magasins, elle reste en maîtrise totale de ses canaux de distribution, et donc de l'expérience client. Et c'est ça qui compte pour elle. Et donc de toute la chaîne de valeur. Et de toute la chaîne de valeur. Elle a son intégration verticale, elle fait fabriquer, ou fabrique dans certains cas, disons qu'elle fait fabriquer, et ça va jusqu'à la vente. Et finalement, peu importe que ce soit digitally native, ok, elle naît en ligne, peu importe. C'est plutôt le concept d'intégration verticale et de maîtrise des canaux de distribution, online, offline, peu importe. Et du coup, quand on voit les boutiques des DNVB, quand on voit Glossier aux États-Unis, donc une marque de cosmétiques, quand tu entres dans une boutique Glossier, c'est froufrouteux, c'est rose, c'est fantastique. T'adores, toi, là. Tu me connais, je suis très très rose. Et tout est Instagrammable, tu peux te prendre en photo, c'est fantastique. Donc c'est pas fait pour te vendre du gloss ou du je sais pas quoi. Quand tu vas dans la boutique de Casper à Soho, tu loues un créneau pour faire une sieste. Donc c'est vraiment une expérience client, c'est pas de la vente. Donc c'est une revisite de l'expérience client en fait. C'est une approche de la vente qui est quand même expérientielle. Mais la finalité, c'est fortifier le rapport du consommateur à la marque. Et ça après, évidemment, les répercussions, c'est des ventes, peu importe sur quel canal. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il y a des retailers, des industriels qui s'inspirent de ce genre de choses beaucoup. Après, les DNVB elles-mêmes, ça devient quand même compliqué d'exister. Il y a des tas de nouvelles marques, de petites marques absolument tout le temps. Moi, par exemple, sur les PGC, donc l'hygiène beauté, le food, etc., il y en a énormément. Pour exister, c'est quand même vachement sympa d'être distribué par un distributeur classique. Donc, il n'y a pas non plus d'œillère, je pense, là-dessus. Simplement, il y a un phénomène qui privilégie plutôt les petites marques, parce que les consommateurs et les millénials de plus en plus aiment bien ça, parce qu'il y a aussi une communication qui est plus rapprochée avec avec la clientèle, peut-être plus de transparence aussi, c'est le bénéfice de l'intégration verticale, le fait qu'il n'y a pas une nouvelle marque qui se lance qui n'est pas naturelle, RSE, etc. Donc voilà, après il faut quand même exister, les coûts d'acquisition font que il n'y a rien de déshonorant à travailler avec des retailers, et y compris en ligne, et je ne sais pas pourquoi on considère qu'on peut être DNVB et vendre sur Amazon mais pas chez Auchan. Pour moi c'est exactement la même chose, et quand on voit, je sais pas, par exemple Good Goût, donc les compotes bio là pour enfants, elles sont vendues sur Amazon, c'est une DNVB. Donc je pense que il faudra sans doute changer de terminologie. Il reste quelque chose à en tirer, mais les DNVB elles-mêmes sont en train de changer un peu de nature et de tactique. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas s'inscrire dans un dogme, et puis finalement, il faut être pragmatique par rapport au marché et aller tirer du marché tout ce qu'on peut en tirer, quel que soit le canal de vente. Et s'adapter très vite, et c'est vrai que là, elles ont un avantage. Ouais. Elles ont aussi l'avantage d'être nées en ligne et d'avoir toute la data qui vient du web pour ajuster hyper rapidement et hyper finement leurs produits, leur marketing, toutes les étapes importantes de leur chaîne de valeur. D'ailleurs, à propos bon, c'est pas une DNVB, mais c'est un disrupteur, plutôt, on va dire. On va passer au point qu'on a appelé l'acteur de l'année. Alors, c'est parfaitement subjectif. Complètement. Non, on s'est demandé si on avait un, ce serait qui. Ouais. Et c'est vrai que moi, il y a un an, tu m'aurais posé la question. Je t'aurais dit, je pense que ce sera, je sais pas, peut-être AliExpress, ou voilà, parce qu'on le voyait, surtout avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On voit qu'Alibaba investit de plus en plus en Europe. On voit le hub logistique à Liège. On voit que AliExpress, dans les pays d'Europe de l'Ouest, essaye de plus en plus de plugger des vendeurs marketplace locaux. Donc voilà, je ne sais pas du tout où en sont leurs chiffres et leur croissance en France. Je pense qu'ils se portent correctement. Mais de fait, moi, l'acteur d'e-commerce dont j'ai le plus entendu parler cette année, c'est Vinted. Et pourtant, c'est pas trop mon domaine, je suis pas Vinted, très bonne, c'est j'en donc... vends rien. Voilà, enfin Vinted, c'est une application qui permet... J'en ai entendu parler sans arrêt. Oui, et puis bon, ils ont quand même beaucoup communiqué dessus aussi. Vinted, c'est une app qui permet à tout à chacun de prendre en photo un vêtement
qu'on possède et de le mettre en vente très facilement, puisque l'UX est bien calculé, est bien faite, directement en vente sur la plateforme. Et donc, on peut racheter aussi des vêtements d'occasion sur cette plateforme. La question que tu posais, et c'est vrai, comment ça se fait que c'est Vinted qui a ramassé la donne ? Bah, la première réponse, c'est que bizarrement, en quelque sorte, aux États-Unis aussi, les acteurs qui ont pris une part de marché énorme sur ce créneau, il y avait déjà des acteurs desktop pour la revente, pour le C2C de mode, etc., pour revendre des vêtements, il y en avait des tas. Enfin, il y a évidemment eBay et Le Bon Coin, il y a peut-être Vite-Dressing, bon, il y a aux États-Unis, il y a Craigslist, enfin, il y a des tas de choses qui existent. Et ben, les acteurs qui se sont lancés directement sur le mobile avec une app, comme tu l'as dit, super bien fichue, ont écrasé tout le reste. Alors, je n'enterre pas Le Bon Coin du tout, ni faut eBay. pas aller trop vite. Non, mais c'est vrai que c'est assez bluffant comment ils ont capté tout le monde. Alors, après, il y a toujours un effet de masse qui est une espèce de primo leader qui est encore plus forte dans les marketplaces. Alors, même si c'est des activités bifaces où il faut les vendeurs et les acheteurs, bah là sur Vinted, coup de bol, c'est les mêmes. C'est souvent avec l'argent qu'on a retiré de la revente d'une pièce qu'on en rachète une autre, éventuellement sur Vinted. Donc c'est vrai que ça permet d'accélérer l'atteinte de cette masse critique qui fait que le réseau devient intéressant encore pour d'autres. Après, voilà, Comment les marques, elles s'approprient ce sujet ? Le sujet de la seconde main, je pense que c'est vrai que ça leur a redonné un petit coup de boost parce que quand elles voient les volumes de leurs fringues qui se retrouvent sur Vinted, je pense que ça les fait un petit peu flipper. Et moi, j'ai vu une initiative super intéressante chez Camailleux qui a pris... Il y a des technos de revente entre particuliers. Place to Swap. Donc Place to Swap, c'est celui qu'a pris Camailleux. Il y a Disruptal, il y a différentes technos. Ce qu'a fait Place to Swap avec Camailleux, c'est super intéressant parce que ça implique les magasins. Donc, quand vous revendez un vêtement, en fait, vous le déposez, vous regardez dans quel magasin vous pouvez le déposer, et l'acheteuse, en l'occurrence, va le récupérer aussi dans le magasin. Donc, ça ne bypasse pas le magasin. Au contraire, ça apporte du trafic en magasin. Donc, voilà, super malin. Bon. Eh ben, ça, c'était l'acteur de l'année. On va aborder le dernier sujet qu'on avait envie de partager avec vous. C'est celui du RSE. Hein. Tu as commencé à l'évoquer, année Greta Thunberg. Presque trop. Hein. Le Times la met en personnalité de l'année. La première fois qu'une personnalité si jeune, je crois. Tu me dis aussi, c'était vraiment un sujet qu'on sent présent, entre autres à la Nuit des Favoris qui vient d'avoir lieu. Il y a un prix spécial. Absolument. Il y a eu le favori du site éco-responsable. Nathalie Bala a beaucoup évoqué le sujet pendant son speech d'introduction. Donc et voilà, Anne Greta Thunberg et tout ce qu'on veut. On entend beaucoup parler de ce sujet. Moi, je suis franchement un petit peu désemparée parce que d'un point de vue consommateur, je me rends pas du tout compte. Je pense que tout le monde est globalement content que ça fasse partie des préoccupations. On sait pas à quel point c'est du greenwashing ou pas. On sait pas à quel point ça drive les achats des consommateurs. Manifestement, quand on est une DNVB, ça marche plutôt bien. Et puis, on voit aussi, alors je veux plutôt dans le food, alors ça c'est, je viens pas de LSA pour rien, mais quand on regarde l'application Yuka, quand on voit par exemple l'impact que ça a sur les ventes. Intermarché qui change aussi ses recettes. Hein. Mais d'un autre côté, ça dépend sur les ventes de quoi. Quand quelqu'un utilise Yuka pour voir sur un jambon d'une MDD qu'il est plein de nitrite, il le repose. Mais quand vous prenez du Nutella sur Yuka, je pense que c'est rouge vif, vous le reposez pas, vous le prenez. Donc ça n'a pas un impact sur les grandes marques nationales, par exemple. Et on voit de plus en plus de produits... Alors,
bio c'est compliqué, mais enfin naturel, de demande de naturalité, etc., émerger. Et il y a une demande forcément des consommateurs là-dessus. Néanmoins, le meilleur lancement de produit de l'année en hyper supermarché sur cette catégorie PGC et frais libre service, c'est les biscuits Nutella. Et l'an dernier, c'était les glaces Kinder. Ouais, des trucs qui sont pas du tout... Voilà. Et le numéro 2, c'est 3 fois plus petit en chiffre d'affaires les 3 semaines qui suivent le lancement. C'est les couches naturelles Pampers Harmonie. Donc, c'est quand même pas le même niveau. Mais donc, les deux cohabitent. Ouais, alors là, tu illustres le sujet au travers de la grande distribution, du food, de la food. Il y a quand même des tendances qu'on observe. Il y a une prise de conscience. On l'évoquait. Il y a une prise de conscience citoyenne. Alors, dans quelle mesure elle va se retrouver elle va être transposée dans une prise de conscience de consommateur. Je pense que l'effet canicule de cet été a contribué à renforcer cette prise de conscience citoyenne. Il est vrai que le consommateur, il est un peu schizophrène. Hein. Il n'est pas toujours cohérent par rapport à lui, citoyen, et lui, consommateur. On peut observer qu'il est demandeur de processus éco-responsable et en même temps, il a envie d'être livré dans l'heure qui suit. Et dans quelle mesure ces exigences de livraison sont compatibles avec une volonté de voir quelque chose éco-responsable. C'est pas toujours évident. Cependant, on observe un certain nombre d'acteurs, dans le e-commerce et ailleurs, qui s'engagent réellement dans des actions concrètes autour de cette responsabilité écologique ou cette transformation, cette transformation écologique. J'ai en tête 2-3 exemples, mais celui qui me vient spontanément à l'esprit, c'est celui de Nicolas Rohr de Fago, marque donc dans le fashion. Hein. Le fashion, c'est quand même pas l'industrie qui est la plus clean de toutes les industries. Hein. Et nous sommes, nous, consommateurs, quelque part, un acteur de ça, puisque la fast fashion est quand même... c'est nous qui acceptons de changer de vêtements tous les 4 matins. Donc on a une contribution directe à l'impact de la fashion. Donc lui, Fago, il fait fabriquer une partie de ses produits en Asie. Et pour les faire livrer en Europe, et plus particulièrement en France, il les fait circuler sur des trains. Donc ils viennent en train. Et Fago a un bilan carbone qui est à 0. Ok. Donc il compense, évidemment il y a des émissions de carbone, il les compense par des arbres. Il a planté plus d'1 million d'arbres, m'a-t-il dit. Et il ne les plante pas à des endroits qui sont complètement éloignés de ses consommateurs. Ça va être planté en France, parfois même dans les villes. Hein. Ils sont basés à Nantes et je crois qu'il a fait quelque chose avec la mairie de Nantes pour les planter à Nantes, des arbres. Et dès le départ, il a conçu son entreprise avec cette idée, c'est dans son ADN, de vouloir concrètement, pas faire du greenwashing, mais vraiment dans l'ADN, être un acteur responsable d'un point de vue écologique. Et ça, c'est quelque chose qui fait sens. Et je crois que c'est aussi un élément de sa réussite. Tu parlais des DNVB, pour qui ça marche bien. Et c'est un cas qui l'illustre bien. Et les autres acteurs qui sont sur le sujet, tous n'ont pas concrètement lancé des actions pour pouvoir être plus responsables dans leur commercialisation. Certains ont déjà commencé, comme par exemple Karine Schrenzel de Shop Invest, avec les 3 Suisses. Hein, elle a revu le packaging pour réduire le volume. Cdiscount fait la même chose, par exemple en mettant dans ses camions du vrac et plus des palettes, donc on met plus de produits dans des camions. Donc ça, c'est concret. C'est des démarches qui sont super intéressant. Voilà, qui sont au début. Donc le temps qu'il perd à charger le camion, finalement, donc ça coûte de l'argent, il le retrouve parce qu'il en met plus dans un même camion. Ouais. Tu vois. Donc il y a plein de démarches quand même qui sont entreprises. Et on est au début, et c'est peut-être quelque chose qu'on verra s'amplifier en 2020 et puis dans les années après, puisque c'est une démarche, de ce que je comprends, qui s'inscrit dans le long terme. On ne transforme pas une entreprise pour la rendre éco-responsable à tous les niveaux, parce que ce n'est pas que dans les achats, c'est tous les process de l'entreprise qui doivent être observés avec ce regard de quel est l'impact écologique de tout ça. Et
et voilà, ce qu'on observe, c'est quand même il y a cette prise de conscience. Le greenwashing, je pense que c'est vraiment fini parce que les consommateurs, avec le niveau d'éducation qu'ils ont par rapport à ces sujets-là, ils l'accepteraient plus. Ils s'en rendent vraiment vite compte. Donc mieux vaut ne rien dire que de faire croire que on est vert. Et puis donc ça c'est déjà important que les entreprises cherchent plus à le faire. Enfin évidemment on pourra toujours l'observer, mais globalement il y a cette volonté d'être concret parce que le consommateur il demande de plus en plus de concret. Il reste que le consommateur est schizophrène, il veut que ce soit parfaitement clean, mais être livré le jour même. Ça, il y a encore du chemin à faire. Mais le consommateur n'est pas paradoxal depuis hier matin. Hein. Non. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur le RSE. Merci Flore pour cet échange. Merci à toi Cyril. C'était vraiment un plaisir de pouvoir repasser un peu tous les thèmes qui ont été évoqués dans cette année 2019, que ce soit dans l'actualité, que ce soit à l'occasion des différents événements, on en a cité quelques-uns, au travers des interviews qu'on peut faire. On voit bien un peu déjà qu'on est sur un marché qui est quand même très mature, hein, puisque commencer à parler, comparer l'activité digitale avec une vieille activité qui est la grande distribution, parler RSE, c'est qu'on sent qu'on a quand même des étapes qui se franchissent. Et ça, c'est intéressant de voir tout ça. Donc merci pour la qualité de l'échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous pouvez nous suivre sur lesdigitaldoers.com. Flore, dernière question. Si on veut te suivre, c'est quoi? C'est LinkedIn, Twitter, c'est quoi? LinkedIn, c'est très bien. LinkedIn, c'est bien comme tout le monde. Voilà, si vous voulez m'envoyer un message ou à Flore, vous pouvez le faire directement au travers du site lesdigitaldoers.com. N'oubliez pas de noter cet épisode 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour booster le podcast. Merci encore et je vous souhaite une bonne fin d'année. Je vous dis à très bientôt.